Les pays émergents concentrent aujourd'hui la majorité de la production industrielle mondiale. Les émergents, c'est surtout les BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Ces BRIC sont le symbole du basculement en cours depuis les pays développés vers l'ensemble des pays émergents. Les BRIC, c'est aussi un ensemble extrêmement hétérogène, avec pour seul point commun un rôle toujours important de l'État dans la stratégie économique. Les BRIC, c'est enfin 4 modèles de croissance très différents qui ont donné naissance aujourd'hui à de véritables multinationales qui reflètent la stratégie des États. Premier modèle, l'Inde, est l'incarnation du modèle autocentré, dont l'essentiel de la croissance est assuré à l'intérieur de ses frontières par la consommation et l'investissement. L'originalité du modèle indien, c'est la surreprésentation des activités de service dans la richesse nationale et leur extraversion. Le Brésil a lui aussi longtemps été un pays autocentré comme l'Inde, mais migre progressivement vers un modèle polycentré. Un modèle toujours soutenu par la consommation et l'investissement, mais avec de nouveaux leviers. Le commerce extérieur grâce aux matières premières et des biens d'équipement, comme dans l'automobile et l'aéronautique. La Chine, elle, consacre l'omniprésence de l'État dans l'économie du pays avec son modèle mercantiliste. La Chine continue d'accumuler les excédents commerciaux, mais passe du statut de mercantiliste émergent au statut de mercantiliste en transition, avec une montée en gamme de ses produits. Dernier modèle enfin, la Russie, dont l'essentiel de la stratégie consiste à gérer du mieux possible la rente énergétique considérable dont dispose le pays, le tout dans un contexte de croissance inexorable de la demande et de raréfaction progressive des réserves. Voilà les 4 modèles que nous allons aborder. Le modèle indien est celui dans lequel l'État intervient le moins directement dans la vie de ces multinationales. L'Inde a suivi un modèle de développement unique, un modèle à la fois autocentré et patrimonial. Autocentré, parce que le pays tire l'essentiel de sa croissance de sa demande intérieure, et patrimonial, parce que ces multinationales sont privées et la propriété de familles comme Mahindra et Tata. On voit sur le graphique de gauche que la croissance de l'Inde dépend surtout de la vitalité de son marché intérieur, et que ce sont les services qui contribuent le plus à l'activité du pays. Les services ont en fait été la priorité des gouvernements indiens depuis les années 60. Dans les faits, l'Inde est le seul des BRIC à dégager un excédent commercial dans les services, grâce à sa position de premier plan dans le logiciel et les services informatiques. Ce n'est toutefois pas suffisant pour compenser les déficits en produits manufacturés et énergétiques, si bien qu'au final, l'Inde affiche une balance courante très largement déficitaire. Les multinationales indiennes sont le reflet de cette faible intervention de l'État dans la constitution de champions nationaux, avec au contraire la naissance de conglomérats géants, privés, liés à des familles. L'exemple de Tata est le plus emblématique des conglomérats familiaux, avec un groupe présent de l'automobile au thé en sachet, en passant par l'acier, l'énergie, la chimie, la finance et aussi les services informatiques. L'État indien joue un rôle discret, mais un rôle réel quand même. TCS, la division IT de Tata, l'une des plus grosses SS2I au monde, a ainsi pu s'appuyer sur une réserve de main-d'œuvre abondante, bon marché et surtout, très bien formée, grâce à une politique d'éducation élitiste et ambitieuse lancée dans les années 60. C'est grâce à l'État si TCS en est là aujourd'hui. Son activité a doublé en 5 ans et intègre de plus en plus des activités à forte valeur ajoutée, comme le consulting. Pour vous donner un ordre de grandeur, TCS est déjà plus gros qu'Atos et pas loin de Capgemini, 2 des plus grosses SS2I françaises. Voilà pour le modèle indien, autocentré, patrimonial, largement basé sur les services et avec un rôle discret mais réel de l'État. Deuxième composante de la mosaïque des émergents, le Brésil se caractérise lui aussi par un degré d'intervention modéré de l'État. L'État brésilien contrôle l'équivalent de 30% de la capitalisation de la bourse de Sao Paulo. La dimension autocentrée du Brésil se perçoit dans la structure même de son PIB, largement dépendant de la consommation et de l'investissement. On le voit également dans la volonté d'indépendance énergétique du pays. Le Brésil est presque autosuffisant en produits pétroliers grâce à l'éthanol et autonome en électricité grâce aux barrages hydroélectriques. Le Brésil, toutefois, est en train de changer de modèle. D'autocentré, le Brésil est en train de devenir polycentré, c'est-à-dire doté d'un modèle de croissance bâti sur plusieurs piliers. On a parlé de la demande intérieure, mais les excédents commerciaux du pays générés par les matières premières jouent, eux aussi, un rôle de plus en plus important. En 10 ans, les exportations brésiliennes ont triplé, avec des exports de sucre multipliés par 7, celles de produits pétroliers multipliées par 9 et celles de minerais
par 13, avec dans ces deux secteurs l'émergence de Vale et de Petrobras, dont l'État est actionnaire. Ces chiffres ont parfois tendance à faire oublier une autre réalité, qui est l'émergence du Brésil comme authentique puissance industrielle, notamment dans les biens d'équipement. C'est vrai dans l'automobile, où le pays est devenu l'un des plus importants ateliers au monde. Mais l'exemple le plus frappant, c'est celui d'Embraer, groupe coté en bourse, privatisé dans les années 90, mais dont l'État brésilien détient toujours une golden share. Embraer, c'est plus de 90% du chiffre d'affaires réalisé à l'export et 85% dans le civil. Et c'est une forte croissance de l'activité au cours de la dernière décennie. En un mot, Embraer ne vit pas des commandes de l'État brésilien. Concrètement, le Brésil dégage le 6e excédent commercial au monde dans l'aéronautique et exporte, à titre indicatif, 4 fois plus que la Chine dans ce domaine. Embraer, aujourd'hui, c'est l'incarnation d'une stratégie initiée il y a plus d'un demi-siècle, avec une impulsion initiale donnée par l'État, notamment dans l'éducation, l'attraction d'entreprises et de technologies étrangères, et depuis, une montée en gamme progressive et des ambitions croissantes dans l'aviation civile et militaire. On voit donc se dessiner un Brésil plus ouvert, avec ce modèle économique polycentré. La stratégie chinoise est la plus volontariste et consacre l'omniprésence de l'État qui contrôle l'équivalent de 80% de la capitalisation des entreprises chinoises cotées en bourse. La stratégie chinoise est devenue évidente depuis l'adhésion du pays à l'OMC, c'était en 2001. Cette stratégie, c'est le mercantilisme. Côté demande, le modèle chinois est tiré par un investissement frénétique et une balance commerciale extrêmement excédentaire. Pour ce qui est de l'offre, c'est bien entendu l'industrialisation à marche forcée du pays qui tire la croissance chinoise et sert sa stratégie mercantiliste. Ce modèle a permis à la Chine d'engranger des excédents et des réserves de change considérables, de l'ordre de 1000 milliards d'euros sur les 10 dernières années. Le modèle chinois, comme le modèle brésilien, n'est lui non plus pas figé. Il ne s'agit ainsi plus d'un mercantilisme émergent, basé sur la seule concurrence sur les coûts, mais d'un mercantilisme en transition. La Chine perd en effet progressivement son avantage coût et doit monter en gamme pour résister à la concurrence du Vietnam ou de l'Indonésie par exemple. Toujours sous l'impulsion et sous le contrôle de l'État, la Chine se dote de nouveaux géants et monte en gamme. Le meilleur exemple du rattrapage de la Chine et de la concurrence directe qu'elle commence à livrer aux pays développés, c'est Huawei, numéro 2 mondial des équipements télécoms. Officiellement, le groupe est détenu par ses employés, en réalité, il est plus proche de l'armée et largement financé par Pékin. Huawei, comme la quasi-totalité des groupes de haute technologie chinois, a largement bénéficié de transferts de technologie avec des multinationales occidentales. Huawei, aujourd'hui, c'est l'épouvantail des télécoms. Depuis 2007, le groupe a doublé son chiffre d'affaires quand, dans le même temps, Nortel faisait faillite, l'américain Motorola quittait le marché et les Européens Alcatel-Lucent et Nokia Siemens accumulaient les plans de restructuration. Le soutien de la Chine à ces nouveaux champions est total et basé sur 4 points. Un accès privilégié au marché intérieur, des lignes de crédit généreuses pour le développement international, une formation massive d'ingénieurs pour la montée en gamme et un soutien politique important pour les grands contrats à l'export. Ce que la Chine a réussi dans les télécoms, elle espère désormais l'accomplir dans le ferroviaire avec CSR, dans le nucléaire avec CNNC et dans l'aéronautique avec Comac. Huawei est en quelque sorte le poste avancé du modèle mercantiliste sans transition de la Chine. En comparaison, la Russie et son modèle apparaissent eux bien immobiles, mais il ne s'agit en fait que d'un immobilisme très calculé. Alors certes, comme en Chine, l'État intervient très largement dans les multinationales du pays. Mais les multinationales russes sont tout ou presque liées au secteur de l'énergie, là où la Chine est beaucoup plus diversifiée. Un chiffre pour comprendre la dépendance de l'économie russe à l'État et à l'énergie. 2 multinationales publiques, Sberbank et Gazprom, représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires de la bourse de Moscou. Gazprom exploite et gère la rente gazière, et Sberbank la fait fructifier. La croissance du pays se fait ainsi au gré des excédents commerciaux générés par le gaz et le pétrole. Il reste bien la Russie des pans industriels hérités de l'ère soviétique, dans le nucléaire, l'aéronautique et la défense notamment, mais la Russie reste un pays rentier, dont pratiquement toutes les richesses sont gérées par des entreprises publiques, dirigées par des anciens membres du gouvernement ou des services de sécurité. Le pari de la Russie, il est clair, c'est que la demande continue en matières premières et l'épuisement des ressources suffiront à garantir la croissance du pays et le maintien de son influence internationale. L'exemple du modèle russe, on vient de l'évoquer, c'est Gazprom,
Gazprom est aujourd'hui le premier producteur au monde de gaz naturel, avec un quasi-monopole sur la production russe. Le chiffre d'affaires du groupe a cru de 40% depuis 2006, grâce à la hausse des prix et de la production. Gazprom assure, main dans la main avec Moscou, 3 des principaux objectifs de la Russie. Garder un contrôle public des ressources énergétiques, maximiser la rente pétrolière en contrôlant la production, et maintenir une influence géopolitique forte, notamment en Europe via l'Allemagne et l'Italie, grâce à l'arme énergétique. La première des conclusions de notre analyse, c'est que derrière l'acronyme BRIC se trouvent en fait des stratégies bien différentes, en termes de modèle de croissance, d'état d'avancement technologique et de degré d'influence de l'État. Ce qui unit en revanche les BRIC, c'est le lien fort qui existe entre les intérêts de ces pays et les intérêts de leurs grandes multinationales. Qu'il s'agisse de gérer une rente, de monter en gamme, de former la population ou de développer de nouvelles technologies avancées, il y a toujours une convergence d'intérêts, naturelle, dictée, entre États et multinationales. Il s'agit là d'un constat qui donne à réfléchir à l'heure où, précisément, il est reproché aux multinationales occidentales, et notamment françaises, leur détachement progressif du territoire national.